Dans un petit village reculé au cœur de la Provence, là où les champs de lavande ondulent sous le vent et où les collines semblent veiller sur le temps, se dresse une vieille maison de pierre couverte de lierre. C'est là que vit Louise Fournier, une veuve discrète de 62 ans, aux gestes calmes et aux mots rares. Depuis la mort de son mari, survenue 3 années plus tôt, Louise n'a jamais quitté cette maison qu'ils avaient rénovée ensemble, pierre par pierre, saison après saison. Ces journées se ressemblent toutes, rythmées par la lumière du soleil et le chant des oiseaux. Chaque matin, elle s'habille de façon simple, noue ses cheveux en un chignon serré et marche lentement vers le potager qu'elle entretient avec soin derrière la maison. Elle y cultive des herbes, des tomates, quelques rangs de carottes et de courgettes. Elle parle peu, même à ses rares voisins, et ne reçoit presque jamais de visites. Son monde se résume à ce jardin, à quelques livres, à un vieux tourne-disque et aux souvenirs figés dans les cadres accrochés au mur. Le silence est devenu son compagnon. Pas celui qui pèse comme un fardeau, mais plutôt celui qui enveloppe, qui protège. Pourtant, par moments, ce silence se transforme en solitude. Certains soirs, elle s'attarde plus longtemps dans le salon, les yeux posés sur la chaise vide de son mari, un tricot oublié sur ses genoux, et un soupir s'échappe sans qu'elle s'en rende compte. Ce soir-là, la pluie a commencé à tomber vers 6 heures, fine et persistante. Le ciel s'est assombri plus vite que d'habitude, et un vent froid s'est levé, agitant les volets et sifflant dans les interstices des fenêtres. Louise a refermé les rideaux, allumé quelques bougies et s'est installée dans son fauteuil préféré, une tasse de tisane chaude entre les mains. Le bois crépite dans la cheminée, et le tic-tac régulier de l'horloge semble marquer le rythme de son cœur. Autour d'elle, tout est calme. Trop calme peut-être. La pluie s'intensifie, tambourinant sur les tuiles, et le vent redouble de force. Dans ce vacarme naturel, Louise sent une inquiétude sourde s'installer. Elle resserre le châle sur ses épaules, comme si cela pouvait la protéger de quelque chose d'invisible. Il est presque minuit lorsqu'elle décide d'aller se coucher. Elle souffle les bougies une à une, monte lentement l'escalier en bois qui grince sous ses pas et entre dans sa chambre où l'attend un lit froid mais familier. Elle s'endort rapidement, bercée par les sons de la tempête. Mais au fond d'elle, une tension imperceptible semble s'être glissée dans son sommeil. Comme un avertissement muet, une présence invisible. La nuit est longue, et la maison, malgré ses murs épais, semble moins sûre qu'avant. Dans la pénombre, une silhouette passe brièvement devant la fenêtre du rez-de-chaussée, trop rapide pour être identifiée, trop silencieuse pour être entendue. Dehors, le vent emporte les feuilles mortes et la pluie nettoie les traces de pas sur le sol boueux. Louise dort, ignorante encore de l'étrange visite que la nuit lui réserve. Car cette maison, longtemps protégée du tumulte du monde, s'apprête à être le théâtre d'un bouleversement inattendu. Le sommeil de Louise était profond, mais pas paisible. Elle rêvait sans image claire, seulement une sensation d'oppression diffuse, comme si quelque chose de pesant rôdait autour de la maison. Le bruit de la pluie frappant les vitres ne l'avait pas réveillée, pas plus que les rafales de vent. Mais soudain, à travers les sons familiers de la tempête, un cri retentit, aigu, bref, presque étouffé, déchirant le silence de la nuit comme une lame fend un tissu. Louise se redressa dans son lit, le cœur battant, les draps encore chauds collés à sa peau. Elle resta immobile un instant, tendant l'oreille. Rien, seulement la pluie, le vent et le tic-tac lointain de l'horloge en bas. Elle s'allongea de nouveau, pensant à un rêve, peut-être une illusion née du bruit ambiant. Elle ferma les yeux, mais le sommeil ne revint pas. 10 minutes plus tard, un autre cri, plus proche cette fois, plus désespéré. Cette fois, elle se leva, enfilant une robe de chambre épaisse et des chaussons. Elle descendit prudemment l'escalier, évitant les marches qui grincent, puis s'approcha de la porte d'entrée, l'oreille collée contre le bois. Les battements de son cœur couvraient presque les sons extérieurs. Elle attendit, puis entendit un troisième cri, cette fois juste de l'autre côté de la porte. Une voix masculine, éraillée, chargée d'angoisse. « S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Je vous en supplie. » Elle hésita. Dans tout le village, les autres maisons étaient éloignées. Si cette voix n'était pas une hallucination, alors cet homme n'avait nulle part d'autre où aller. Elle décrocha lentement le verrou, tira les loquets et ouvrit la porte de quelques centimètres. Le vent s'engouffra dans l'entrée glacée, emportant avec lui une odeur de terre mouillée et de bois trempé. Devant elle se tenait un homme, visiblement en détresse.
Ses vêtements étaient détrempés, collés à sa peau, déchirés par endroits. Ses cheveux noirs étaient plaqués contre son front et son visage portait des traces de boue. Mais ce qui frappa le plus Louise, ce furent ses yeux, larges, alertes, emplis de peur et de supplication. Il semblait perdu, presque hors d'haleine, les bras ballants, une petite sacoche usée sur l'épaule. « Je suis désolé, je ne voulais pas vous effrayer, » murmura-t-il d'une voix enrouée. « Je ne sais pas où aller. Je suis perdu. J'ai besoin d'un endroit où dormir, juste pour cette nuit. » Louise le fixa un instant sans répondre. Ses années de solitude l'avaient rendue prudente, presque méfiante. Elle savait que même dans un coin reculé comme le leur, les histoires de violence ou de vol existaient. Mais l'homme devant elle ne ressemblait pas à un criminel. Il paraissait surtout désespéré, comme s'il fuyait quelque chose de bien plus grand que lui. Elle s'écarta doucement, ouvrant la porte. « Entrez, mais essuyez-vous avant, s'il vous plaît. Vous allez tremper tout le sol. » L'homme hocha la tête avec reconnaissance, entra et referma la porte derrière lui. Louise lui tendit une grande serviette qu'elle avait attrapée près de la cheminée. Il s'y emmitoufla sans un mot. Elle l'observa quelques instants, attentive aux moindres gestes suspects. Mais il resta là, immobile, tremblant, regardant autour de lui comme s'il découvrait une oasis au milieu d'un désert. Il était grand, peut-être la quarantaine, les traits tirés, le visage fatigué, mais sans agressivité. Il avait cette allure qu'ont les hommes qui n'ont pas dormi depuis longtemps, qui fuient sans relâche. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle enfin. « Julien » répondit-il après une brève hésitation. « Julien Martel. »« Et vous venez d'où, Julien Martel » Il détourna les yeux. « De loin, c'est compliqué. » Louise ne poussa pas plus loin. Elle se contenta de lui faire signe de la suivre vers la cuisine. Elle alluma une petite lampe à pétrole, fit chauffer de l'eau et prépara 2 bols de soupe. Julien resta debout au début, comme s'il n'osait pas s'asseoir, puis, sur son invitation, prit place à la table. Il mangea en silence, lentement, comme quelqu'un qui essaie de retrouver un rythme humain après des jours de fuite. Louise l'observait du coin de l'œil. Il ne portait ni alliance, ni montre. Pas de téléphone. Aucun papier visible. Seulement cette sacoche usée qu'il gardait à ses pieds, toujours à portée de main. Après le repas, elle lui indiqua un petit canapé dans le salon. « C'est tout ce que je peux vous offrir pour ce soir. » Julien hocha la tête. « C'est déjà beaucoup, merci. » Louise monta à l'étage mais ne parvint pas à se rendormir. Elle resta allongée, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant les bruits de la maison, attentive à chaque craquement. En bas, Julien ne bougeait pas. Le canapé grinça une seule fois, puis plus rien. Elle se demanda qui il était réellement. Un sans-abri, un fugitif, un homme en fuite pour de bonnes raisons ou de mauvaises. Mais une chose était certaine, il avait vraiment eu peur. Et cela, Louise l'avait vu clairement. Le matin arriva plus gris que jamais. Les nuages pesaient sur la campagne et la pluie tombait encore, fine et persistante. Lorsque Louise descendit, Julien était déjà réveillé, assis sur le canapé, les mains croisées, regardant par la fenêtre. Il se tourna vers elle, lui adressa un léger sourire, timide. « Je vais vous aider à préparer le petit déjeuner », dit-il d'une voix plus assurée que la veille. Elle répondit d'un signe de tête sans un mot. Une partie d'elle voulait en savoir plus. Une autre, plus prudente, lui disait d'attendre. Après tout, l'homme venait juste d'arriver. Mais elle sentait déjà que cet abri offert pour une seule nuit ne suffirait pas. Julien ne posa pas de questions. Il s'était levé tôt, avait rangé soigneusement le canapé et laissé la pièce telle qu'il l'avait trouvée, à l'exception de la couverture repliée avec une précision presque militaire sur l'accoudoir. Louise l'avait observé discrètement depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, intriguée par ses gestes calmes et méthodiques. Il ne semblait pas pressé de partir, mais ne donnait aucun signe d'installation non plus. Comme s'il attendait, suspendu entre 2 décisions. Elle lui servit un café noir, fort, sans rien dire. Il le but lentement, les yeux fixés sur le carreau de la fenêtre, où les gouttes de pluie glissaient sans fin, comme un écho de son propre état d'errance. Pendant plusieurs minutes, le silence entre eux ne fut interrompu que par le tintement de la cuillère contre la tasse. Puis enfin, Louise brisa l'attente d'un ton neutre. « Vous n'avez pas de voiture ?» Julien secoua la tête. « Je marchais depuis hier matin. J'ai quitté la route principale avant que la nuit tombe. » Elle s'abstint de demander pourquoi. Elle aurait pu, mais son instinct lui soufflait que cette réponse ne viendrait pas encore. À la place, elle observa la sacoche posée à ses pieds, toujours aussi près,
presque protégée comme un objet précieux. Elle était usée mais propre, avec un fermoir métallique rayé et une lanière rafistolée. Julien la surveillait du coin de l'œil, même en buvant. Tout dans son comportement trahissait une vigilance constante, comme s'il s'attendait à ce qu'on tente de lui arracher ce qu'elle contenait. Après le petit déjeuner, il proposa son aide. Louise, prise de court, hésita, puis elle l'emmena dans le potager détrempé. Malgré la pluie fine, il travailla sans se plaindre, arrachant les mauvaises herbes, redressant les tuteurs, réparant une clôture qui penchait dangereusement. Il était habile de ses mains, précis, rapide, mais sans brusquerie. Louise ne put s'empêcher de le regarder à plusieurs reprises. Il n'était pas un simple vagabond. Il portait des gestes d'homme instruit, d'homme qui avait connu la rigueur, peut-être même une certaine forme de discipline. Mais il avait aussi les épaules voûtées de celui qui porte un fardeau invisible. Ce soir-là, elle lui proposa de rester une nuit de plus. La pluie continuait et la route était boueuse. Julien remercia d'un hochement de tête, presque gêné. Il s'installa de nouveau sur le canapé, après avoir soigneusement rangé ses affaires. Louise monta se coucher, mais son sommeil fut léger. Aux premières heures du jour, un bruit la réveilla. Elle descendit pieds nus, lentement. Julien n'était pas sur le canapé. La lumière de la cuisine était allumée. Elle s'approcha, silencieuse. Il était là, debout devant l'évier, un verre d'eau à la main, torse nu, les bras posés sur le rebord. Dans le reflet de la fenêtre, elle vit son visage tiré, tendu, comme s'il écoutait un son que personne d'autre n'entendait. Lorsqu'elle entra, il sursauta, manquant de renverser le verre. Elle vit alors, sur son torse et ses bras, de fines cicatrices, anciennes, certaines linéaires, d'autres plus irrégulières, des marques qui n'étaient pas dues à des travaux manuels, des blessures infligées, volontairement ou non. Julien s'excusa rapidement et retourna se coucher sans ajouter un mot. Louise resta debout un instant, troublée. Il y avait dans cette scène quelque chose de profondément dérangeant. Ce n'était pas la peur d'un danger immédiat, mais l'intuition que cet homme traînait une histoire lourde, une histoire qu'il s'efforçait de cacher, mais qui affleurait dans ses gestes, dans ses absences, dans ses nuits sans sommeil. Les jours suivants, Julien devint une présence constante mais discrète. Il aidait dans la maison, réparait ce qui devait l'être, coupait du bois, nettoyait les gouttières. Il se rendait utile avec une efficacité silencieuse, sans jamais s'imposer. Louise lui fournissait les repas, un toit, un peu de conversation. Leur échange restait courtois, limité, presque ritualisé. Pas de confidence, pas de questions directes. Il semblait reconnaissant. Elle se contentait de cette reconnaissance. Mais en elle, les interrogations s'accumulaient. Un après-midi, alors qu'il était allé chercher du bois au fond du terrain, elle ouvrit discrètement sa sacoche restée dans l'entrée. Elle y trouva quelques vêtements de rechange, un carnet usé, sans couverture, aux pages noircies d'une écriture fine, penchée, presque scolaire. Aucune adresse, aucun nom, seulement des notes dispersées, parfois raturées, mêlant des chiffres, des noms de lieux, des fragments de phrases qui n'avaient aucun sens pour elle. Et glissé entre deux pages, un ticket de métro de Paris daté de 2 semaines plus tôt. Elle referma la sacoche sans bruit, mais son esprit ne cessa de tourner le reste de la journée. Paris. Julien avait menti en affirmant venir de loin à pied. Il était là depuis peu. Et ce carnet, il n'avait rien d'anodin. Ce n'était pas un journal intime, ni un simple pense-bête. C'était un recueil d'informations, de souvenirs peut-être, mais triés, classés, presque comme s'il s'agissait d'un dossier en construction. Ce soir-là, pour la première fois, Julien refusa le dîner. Il resta dehors, assis sur une souche, les yeux fixés sur les bois, le visage fermé. Louise le regardait depuis la fenêtre de la cuisine, incapable de lire ce qu'il ressentait. La tension dans ses épaules, sa posture tendue, la façon dont il tenait la sacoche posée à côté de lui comme un garde ses armes, tout cela lui rappelait une bête acculée, prête à mordre. Elle sentit un frisson la parcourir, non de peur, mais d'un pressentiment. Quelque chose approchait. Pas un danger vague, mais une vérité. Julien n'était pas un simple homme en fuite. Il était au centre d'un secret. Et ce secret, désormais, avait franchi le seuil de sa maison. Le 4e matin de la présence de Julien commença plus froid que les précédents. Le vent avait cessé, mais la brume matinale enveloppait la campagne d'un voile épais. Louise s'était levée tôt comme à son habitude, mais elle trouva Julien déjà dehors,
agenouillé dans la terre humide du potager, les mains noircies, retournant les sillons avec une concentration rigide. Il ne l'avait pas entendu arriver. Ce n'est qu'en se redressant qu'il leva brusquement les yeux, comme surpris, presque inquiet, avant de se détendre légèrement en la reconnaissant. Ce regard ne dura qu'une fraction de seconde, mais il suffit à Louise pour comprendre que Julien n'avait jamais cessé d'être sur le qui-vive. Il n'était pas simplement logé temporairement chez elle. Il vivait sur une frontière invisible, là où chaque bruit est une alerte et chaque visage une menace potentielle. Elle lui proposa un café. Il refusa poliment, prétextant vouloir terminer son travail dehors avant la pluie qui menaçait de revenir. Louise le laissa faire. En entrant dans la maison, elle sentit de nouveau cette tension sous-jacente qui s'était installée depuis son arrivée. Elle ne pouvait plus ignorer les signes. Julien vérifiait les fenêtres chaque soir. Pas une fois, mais plusieurs. Il s'assurait que chaque verrou était bien engagé, que les rideaux étaient tirés. Il contournait la maison lentement avant de rentrer, s'arrêtant parfois longuement devant la forêt. Une nuit, elle l'avait surpris en train de pousser un meuble contre la porte d'entrée après avoir éteint toutes les lumières. Lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi, il s'était contenté de répondre d'un ton sec, « Par précaution ». Cette précaution pourtant virait à l'obsession. À plusieurs reprises, Louise avait retrouvé ses livres déplacés, ses tiroirs ouverts, comme si Julien cherchait quelque chose ou voulait s'assurer que rien ne s'y cachait. Et chaque nuit, invariablement, elle l'entendait gémir dans son sommeil, parfois même parler. Les mots étaient confus, mais toujours empreints de peur. « Non, pas ici. Je n'ai rien dit. » Une fois, il s'était réveillé en sursaut, hurlant, et avait mis plusieurs minutes à se calmer assis sur le canapé, le dos collé contre le mur, le regard perdu dans le vide. Louise, bien qu'inquiète, ne pouvait se résoudre à le mettre dehors. Elle voyait dans ses gestes quelque chose de brisé, un homme en ruine mais encore debout par une volonté obstinée. Il réparait une gouttière, puis passait l'après-midi à replier les draps avec un soin maniaque. Il essayait, sans le dire, de rendre ce qu'il avait reçu. Mais aucun de ses gestes n'effaçait cette peur permanente qui s'accrochait à lui comme une seconde peau. Un soir, alors que la lumière déclinait, Louise le surprit à nouveau, agenouillé derrière la maison, les yeux fixés sur une empreinte dans la boue. Elle s'approcha lentement, sans un mot. Julien ne bougea pas. Il désigna simplement la trace du doigt. C'était une empreinte de chaussure, bien plus large que celle de Louise, plus récente aussi que les pas de Julien. Elle n'avait pas été faite par lui. « Quelqu'un est passé ici », murmura-t-il. Louise sentit son sang se glacer. Elle n'avait vu ni entendu personne. Julien ne prononça rien de plus. Il se leva, balaya rapidement la zone du regard et rentra précipitamment, fermant la porte à double tour. Ce soir-là, il installa un système rudimentaire d'alerte, une série de casseroles suspendues à une ficelle reliée à la porte arrière. Louise ne dit rien. Elle se contenta de l'observer pendant qu'il travaillait, les mains précises, les gestes rapides. Il avait fait cela auparavant, c'était évident. Ce n'était pas de l'improvisation. C'était une routine, celle de quelqu'un qui avait l'habitude de se protéger contre une intrusion. Dans les jours qui suivirent, Julien devint encore plus silencieux. Il parlait à peine, mangeait moins, passait des heures dans la remise ou dans les bois derrière la maison, revenant parfois avec de la boue jusqu'aux genoux. Il dissimulait mal ses intentions, mais Louise ne le questionnait plus. Elle attendait que lui-même se sente prêt à parler. Ce moment arriva plus tôt qu'elle ne l'avait imaginé. C'était un soir où le ciel était dégagé pour la première fois depuis plusieurs jours. Julien s'était installé sur le banc en bois près du cerisier. Louise l'avait rejoint, une tasse de tisane à la main. Ils restèrent ainsi en silence pendant de longues minutes. Puis, sans la regarder, Julien dit « Vous devez vous demander ce que je fuis. » Louise ne répondit pas. Il poursuivit « Ce n'est pas un délire. Ce n'est pas dans ma tête. Il y a des gens qui me cherchent, et pas pour de bonnes raisons. » Il marqua une pause, prit une inspiration, puis ajouta « Je n'ai rien fait de mal, Louise, mais j'ai vu ce que je n'aurais pas dû voir. » Elle tourna enfin la tête vers lui. Son visage était tendu, mais ses yeux disaient la vérité. Il n'était pas fou, il n'était pas non plus un criminel. Il était traqué, oui, mais par quelque chose ou quelqu'un d'assez puissant pour justifier une telle peur. Ce soir-là, pour la première fois, Julien resta éveillé avec elle plus longtemps. Ils parlèrent peu, mais elle comprit qu'un mur venait de se fissurer. Il n'avait pas tout dit, loin de là. Mais il avait admis l'essentiel. Il fuyait une menace réelle. Et cette menace, désormais,
n'était plus seulement la sienne. En l'accueillant, même sans savoir, Louise avait ouvert sa porte à une histoire bien plus complexe, bien plus dangereuse qu'elle ne pouvait encore le concevoir. Louise n'avait jamais été une femme curieuse de nature. Elle respectait l'espace des autres, leur silence, leurs absences. Elle avait appris, avec les années et la solitude, à ne pas fouiller dans les douleurs qui ne lui appartenaient pas. Pourtant, depuis l'arrivée de Julien, quelque chose avait changé en elle. Non pas un goût pour le mystère, mais une nécessité d'en comprendre les contours. La tension grandissante, les signes de paranoïa, les gestes furtifs du visiteur, tout cela transformait sa maison paisible en une scène où elle n'avait jamais voulu jouer de rôle. Mais les événements ne lui laissaient plus le luxe du détachement. Ce matin-là, alors qu'elle nettoyait la cheminée pour préparer un nouveau feu, Louise découvrit un fragment de papier à moitié brûlé parmi les cendres. Il était coincé entre deux bûches mal consumées, visiblement jetées là en hâte. Elle le tira délicatement avec des pinces en fer, souffla doucement dessus pour le débarrasser de la suie et observa les quelques mots encore lisibles. L'écriture était nette, inclinée, soignée, tracée à l'encre noire. Ce n'était pas une note gribouillée à la va-vite, mais plutôt un extrait soigneusement écrit, sans rature. Il ne restait qu'une phrase, incomplète, mais suffisante pour troubler profondément Louise. « Tu ne peux pas cacher cela indéfiniment. » Elle relut ces mots plusieurs fois, le papier entre ses doigts gantés. Il ne portait ni en-tête ni signature, mais il était clair qu'il s'agissait d'une correspondance sérieuse et non d'un brouillon quelconque. Ce n'était pas une menace ouverte, mais un avertissement, ou peut-être une accusation. Elle reposa le fragment sur la table de la cuisine, le cœur battant. Julien était sorti tôt ce jour-là, prétextant vouloir repérer un vieux sentier qui traversait les bois derrière la maison. Il avait emporté sa sacoche et refusé le déjeuner, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Louise savait qu'elle aurait peu de temps avant son retour. Elle fouilla discrètement la cheminée, cherchant d'autres fragments, mais ne trouva rien d'exploitable. Le reste avait été réduit en cendres. Ce bout de papier avait échappé à la destruction presque par accident, et il avait fini entre ses mains. Elle se demanda pourquoi Julien avait voulu s'en débarrasser de cette manière. Pourquoi ne pas l'avoir simplement déchiré et jeté à la poubelle? Pourquoi choisir le feu, si ce n'était parce qu'il s'agissait de quelque chose de compromettant? Elle rangea le fragment dans un tiroir, entre deux nappes, et attendit son retour, les idées s'emmêlant dans son esprit. Julien revint peu avant la tombée de la nuit, le visage fatigué, les bottes couvertes de boue. Il déposa sa sacoche dans l'entrée comme à son habitude et s'assit sans un mot. Louise le servit en silence. Ils mangèrent lentement, dans une ambiance pesante. Elle l'observait discrètement, cherchant à capter une faille, un aveu, un geste. Mais il était fermé, opaque. Ce n'est qu'après le repas, alors qu'il s'était assis près du feu, qu'elle décida de parler. Elle posa doucement une tasse de tisane sur la table basse, puis s'assit en face de lui. « J'ai trouvé quelque chose dans la cheminée. » Il tourna lentement la tête vers elle, sans répondre. Elle poursuivit. « Un morceau de lettre. Je suppose que c'est à vous. » Julien fixa les flammes un long moment, puis murmura. Ce n'était pas une lettre. Louise attendit. Il semblait lutter intérieurement, comme s'il hésitait à franchir une limite. Finalement, il ajouta « C'était une note. Quelqu'un me l'a laissée dans un livre que j'avais oublié dans une gare. » Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. « Vous avez été suivi ?» J'ai été retrouvé. Sa voix était basse, presque résignée. Je croyais avoir brouillé les pistes, mais cette note, elle voulait dire qu'ils savent que je ne suis pas allé bien loin. Qui? Julien leva les yeux vers elle. Pour la première fois depuis son arrivée, il la regarda sans filtre, sans défense. Il y avait dans ses yeux une fatigue immense, mais aussi une lucidité tranchante. Des gens que vous ne verrez jamais dans les journaux. Des gens qui ont le pouvoir de faire disparaître des dossiers, des témoins, des fonctionnaires. J'ai travaillé dans un ministère. J'ai vu des choses. J'ai découvert des chiffres qui ne correspondaient pas, des budgets qui disparaissaient. J'ai voulu comprendre, puis j'ai voulu parler. Il s'interrompit, comme si les mots eux-mêmes l'épuisaient. Louise ne dit rien. Elle savait qu'intervenir casserait le flux de ses révélations. Quand j'ai décidé de dénoncer, tout s'est retourné contre moi. On a commencé par me muter. Puis, on m'a convoqué à des réunions sans ordre du jour. On m'a dit d'arrêter, de ne pas faire de vagues. Ensuite, j'ai trouvé mon appartement cambriolé, sans rien de volé. Mais mes dossiers avaient disparu. Je suis parti. Et depuis,
Je ne fais que fuir. Louise sentit une nausée lui monter. Elle n'était pas préparée à entendre cela. Elle pensait à un problème personnel, peut-être une fuite liée à un crime ordinaire, à une dette, à une vengeance privée. Mais ce que Julien décrivait dépassait largement ce qu'elle pouvait concevoir. Il n'était pas seulement en fuite. Il était au cœur d'un engrenage administratif, politique, dangereux. « Pourquoi venir ici ?» demanda-t-elle enfin. « Je n'avais plus de contact, plus personne à qui faire confiance. J'ai marché jusqu'à ce que je ne vois plus de lampadaires, plus de panneaux, plus de regards. Et puis j'ai crié cette nuit-là, non pas pour appeler à l'aide, mais pour savoir si le silence allait me répondre. C'est vous qui avez répondu. » Louise ne sut quoi dire. Elle repensa à son mari, mort 3 ans plus tôt. Lui aussi avait travaillé pour l'État. Comptable dans une administration secondaire, il avait souvent ramené des documents chez eux, mais elle n'y avait jamais prêté attention. Aujourd'hui, pour la première fois, elle sentit que peut-être, sans le savoir, elle avait toujours été plus proche de ce monde trouble qu'elle ne l'imaginait. Julien, en s'invitant dans sa vie par un cri nocturne, avait ouvert une porte qu'elle n'aurait jamais franchie seule. Et cette note, cette phrase incomplète parmi les cendres, n'était peut-être que le début d'un incendie plus vaste. La fin d'après-midi s'étira dans une lumière grise, comme un rideau lentement tiré sur la chaleur du jour. Louise s'était habituée à la présence de Julien, silencieuse, presque mécanique. Elle continuait ses tâches quotidiennes, s'efforçant de conserver l'équilibre fragile entre son monde calme et l'irruption de cet étranger en détresse. Pourtant, ce jour-là, quelque chose d'autre pénétra dans cet équilibre. Une voiture noire, au profil bas, qui se gara à l'entrée du village. Elle resta immobile pendant plusieurs heures, considérée par nul conducteur apparent. Discernable à travers le rideau de pluie légère, elle semblait attendre, comme posée, témoin d'un dessein plus vaste. Louise l'aperçut d'abord par la fenêtre de la cuisine, tandis qu'elle vidait les eaux de cuisson dans l'évier. Le moteur était coupé, le pare-brise légèrement embué. Aucun feu. Juste la silhouette sombre, silencieuse, à quelques mètres de la maison d'un village où tout était d'ordinaire tranquille. Elle dit à Julien ce qu'elle avait vu. Il ne la regarda pas tout de suite. Il répondit d'une voix basse « Je vois. » Rien de plus. Le silence qui suivit était épais, chargé de toutes les peurs qu'il n'avait pas encore exprimées. Vers dîner, la voiture était toujours là. Julien refusa la soupe qu'on lui servait, prétexta qu'il avait mal au ventre et s'éloigna sous la pluie jusqu'au hangar où il stockait ses outils. Louise l'observa, le cœur battant plus fort que d'habitude. Elle réalisa que le danger ne se contentait plus de le traquer. Il était maintenant au seuil de la maison. La nuit vint, froide. Le vent de l'automne poussait la pluie contre les volets et la maison semblait moins isolée qu'elle ne paraissait. Vers 9 heures, alors que la lune se montrait à peine, Louise entendit des pas dans la cour. Le son régulier, souple, mesuré. Elle se redressa dans son fauteuil, l'oreille collée au bois de l'accoudoir. Julien était déjà debout. Sa silhouette se dessina dans la lumière du vestibule. Il se tenait immobile, les épaules raides, ses yeux scrutant l'obscurité. Il fit signe à Louise de venir. Elle se leva, le jupon froissé, descendit silencieusement l'escalier. Il ouvrit la porte arrière et la referma doucement derrière eux. Ils se retrouvèrent tous deux dans l'entrée, tandis que le pas s'approchait. « Ils sont là », murmura Julien. « Ne fais rien. » Il prit la main de Louise, froide, et l'entraîna vers la cave. Louise hésita un instant. L'ancienne cave d'hiver était en sous-sol, sans fenêtre, avec un escalier de pierre raide. Elle descendit, le cœur serré. Julien alluma une lampe torche. « Reste ici, dit-il. Je vais vérifier. » Elle hocha la tête, mais resta immobile. On pouvait entendre les gouttes d'eau s'écraser sur la pierre. L'humidité de la pièce emplissait l'air. Elle serrait la vieille couverture qu'elle avait posée sur un vieux banc. Les pas, maintenant, résonnaient à l'extérieur. 2, 3 secousses contre la porte. Elle entendit un claquement net. Le verrou avait été tourné. Julien revint à la lumière de la torche, le visage blême. « Ils sont montés, » murmura-t-il. « On doit partir d'ici. Tout de suite. » Le temps sembla s'arrêter. Louise sentit un mélange d'effroi et de détermination. Elle ne pouvait plus prétendre que tout cela ne la concernait pas. Elle avait ouvert sa porte, elle avait accordé sa confiance et maintenant l'orage frappait à sa façade. Julien attrapa la sacoche, la glissa sous son bras et remonta l'escalier en silence, guidant Louise. À l'entrée, ils virent la voiture noire quitter lentement la place.
Le moteur démarra sourd et le véhicule fila dans l'obscurité sans un feu arrière, laissant derrière lui une traînée de peur. Ils ne prirent rien d'autre que le strict nécessaire. Julien tendit une paire de bottes à Louise qui les enfila avec hésitation. Ils parcoururent le couloir, descendirent sur la terrasse arrière, glissante sous la pluie. Un dernier regard vers la maison de pierre, la tranquillité de la vie d'avant, puis ils s'éloignèrent dans le jardin, sous la pluie fine, sans un mot. Ils regagnèrent la forêt en quelques minutes. Le sol rendait leurs pas silencieux. Le sentier qu'ils empruntèrent était mouillé, des feuilles mortes collaient aux bottes. Louise sentit ses forces faiblir, mais Julien la soutenait, l'entraînant sans quitter le regard de la route. Ils franchirent une barrière de bois, puis un passage étroit entre deux haies, et atteignirent un pont de pierre qui enjambait un ruisseau. Une fois de l'autre côté, Julien ralentit. Nous sommes presque sortis de la propriété. Mais ce soulagement fut court. Ils entendirent un appel à peine audible, un moteur qui tournait. La voiture noire revenait, plus rapide, plus près. Julien posa une main sur l'épaule de Louise. Cours. Ils se séparèrent. Louise filait vers un bosquet, tandis que Julien détourna la voiture, fit un détour par un chemin détourné, obligeant les poursuivants à hésiter. Elle entendait des cris lointains, des ordeurs en voix rauque. Elle vola un dernier regard en arrière et vit les phares de la voiture noire, immobiles, puis s'éloignant. Le sentier s'ouvrit sur un chemin de terre menant à la route départementale. Julien la rejoint en haletant. « Plus que quelques minutes, dit-il. » La pluie redoubla. Ils coururent dans les champs, glissant parfois, se relevant, poussés par l'urgence. Finalement, ils atteignirent une ferme abandonnée, petite bâtisse à moitié effondrée au bord d'un bois. Julien poussa la porte branlante, fit entrer Louise, puis verrouilla derrière lui. À l'intérieur, il ramassa un vieux drap, l'installa pour elle sur le sol, lui fit boire un peu d'eau. Louise tremblait de froid. Il la couvrit d'un manteau qu'il portait autour de ses épaules, murmura « Repose-toi un peu ». Elle obéit, épuisée. Elle comprit alors que sa vie venait de changer. La maison silencieuse de Provence ne serait plus un refuge éternel. Le danger avait franchi le seuil, et maintenant elle était en fuite, aux côtés d'un homme qu'elle avait accueilli par humanité. La voiture noire, spectatrice muette de leur destin, avait marqué le point de non-retour. La ferme abandonnée où Julien et Louise avaient trouvé refuge ne possédait ni électricité ni eau courante. Les murs étaient couverts de lichen, le sol jonché de feuilles mortes et de brindilles. Pourtant, dans cette précarité, Louise sentit une étrange forme de sécurité, comme si l'éloignement temporaire du monde lui permettait de respirer à nouveau. Julien s'était montré calme malgré la tension. Il avait inspecté les environs dès l'aube, vérifié les issues, renforcé les verrous rudimentaires avec des planches trouvées dans une remise délabrée. Louise, de son côté, avait organisé un coin rudimentaire pour dormir, avec les vieux draps et couvertures qu'ils avaient emportés à la hâte. Le jour suivant, ils restèrent cloîtrés dans la ferme. Julien passait le plus clair de son temps à consulter un petit carnet noir qu'il gardait précieusement dans sa sacoche. Il y ajoutait des annotations, comparait des documents, recomposait visiblement une sorte de schéma. Louise, d'abord silencieuse, finit par rompre le mutisme. Elle s'assit à côté de lui, le regard franc. « Il faut que vous me disiez tout maintenant. Plus d'allusions. Je suis impliqué, que vous le vouliez ou non. » Julien referma lentement le carnet, fixa un point invisible dans l'air, puis commença à parler. Sa voix était posée, mais on sentait le poids des mois, peut-être des années, de silence. J'étais cadre au ministère de l'économie. Rien de spectaculaire. Je coordonnais des audits internes, vérifiais les flux entre différents départements. C'est un travail de chiffres, de colonnes, de détails. Un jour, un collègue m'a transmis une série d'anomalies sur des transferts internationaux, des transactions supposément justifiées par des accords européens. Mais rien ne correspondait. Les comptes étaient maquillés, les signatures falsifiées, des millions d'euros disparaissaient, justifiés par des projets qui n'existaient pas. Louise écoutait sans l'interrompre. Il poursuivit un peu plus vite. J'ai commencé à remonter les circuits. Et plus je fouillais, plus je découvrais des connexions entre le ministère et certaines entreprises privées qui recevaient ces fonds. Des entreprises écrans, parfois à l'étranger, parfois basées dans des zones industrielles vides. J'ai tenté de parler à mes supérieurs. La réponse a été immédiate. On m'a muté sans explication dans un autre service, sans accès au dossier. Il sortit un document froissé de la sacoche. Louise
y jeta un œil. C'était une photocopie d'un courrier interne, un ordre de mutation signé à la main sans en-tête officielle. Julien reprit « J'ai compris que j'étais tombé sur quelque chose de beaucoup plus grand. Il ne s'agissait pas d'un simple détournement. C'était un système. Et ce système avait des protecteurs. J'ai alors décidé de compiler les preuves, discrètement. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB. J'ai contacté un journaliste d'investigation basé à Paris. Louise sentit une crispation l'envahir. Elle connaissait ce genre d'histoire. Des personnes trop curieuses, trop courageuses, finissaient souvent isolées, discréditées ou réduites au silence. Julien continua, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le rendez-vous était prévu dans une brasserie. Il n'est jamais venu. À la place, 2 hommes sont entrés. Pas de badge, pas de mots. Ils ont simplement balayé la salle du regard. J'ai fui. Il marqua une pause. Louise lui tendit une bouteille d'eau. Il but quelques gorgées avant de poursuivre. Depuis ce jour-là, je ne dors plus vraiment. Je ne mange que quand j'en ai l'occasion. J'ai changé de nom plusieurs fois. J'ai utilisé des cartes d'identité falsifiées, changé de vêtements dans des toilettes publiques. Et malgré tout, ils m'ont retrouvé. D'abord dans les gares, puis dans les petites villes. À chaque fois, je m'en sortais de peu, jusqu'à ce que j'arrive dans votre village. Il sortit alors la fameuse clé USB. Louise la regarda longuement. Un objet minuscule, inoffensif en apparence, mais qui contenait des informations capables, selon les dires de Julien, de faire trembler plusieurs ministères. Il la replaça dans sa sacoche, soigneusement. Louise sentit alors que ce qui se jouait dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Ce n'était pas seulement une affaire de détournement ou de corruption isolée. C'était un réseau structuré, protégé, capable de mobiliser des moyens pour traquer un homme, où qu'il aille. Et elle, dans tout cela, avait offert un abri à celui qui représentait une menace pour ce système. Mais une question la hantait. Pourquoi n'avoir rien envoyé de ces documents à la presse de manière anonyme? Julien répondit avant même qu'elle ne parle. J'ai essayé, 3 journaux. Aucun n'a répondu. Pire, j'ai reçu un appel me disant de laisser tomber pour ma sécurité. Ce que je détiens ne peut pas être transmis par un simple mail. Il faut un contexte, un dossier construit, une mise en lumière progressive. Louise baissa les yeux. Elle pensait à sa propre vie, à sa maison, à son mari disparu, à tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Et maintenant, elle comprenait que ce n'était peut-être pas un simple hasard que Julien ait atterri chez elle. Il fuyait, certes, mais c'était dans sa maison qu'il avait trouvé le calme nécessaire pour reconstruire le fil de cette vérité. Ce soir-là, ils décidèrent de rester encore une nuit dans la ferme. Julien voulait organiser les documents, trier les fichiers, préparer un dossier qu'il pourrait confier à quelqu'un de confiance. Louise savait à qui elle penserait. Un ancien ami de son mari, retraité du Trésor public, aujourd'hui à Lyon. Discret mais loyal. Elle n'avait pas reparlé de son défunt époux depuis l'arrivée de Julien, mais dans sa mémoire, des détails enfouis commençaient à ressurgir. Des conversations interrompues, des silences lourds au retour du travail, des regards qu'elle n'avait pas su interpréter à l'époque. Et si ce qu'avait découvert Julien résonnait avec ce que son mari savait autrefois, alors la vérité n'était pas si lointaine. Peut-être était-elle là depuis toujours, dans les papiers rangés au grenier, dans les silences prolongés à la table du dîner, dans les absences de mots plus que dans leur présence. Au lever du jour, l'intérieur de la ferme était encore plongé dans une obscurité brumeuse. Les poutres craquaient au-dessus d'eux, et la pluie avait cessé, laissant place à un silence humide et pesant. Julien s'était levé tôt. Il avait passé une partie de la nuit à travailler sur la clé USB, branchée à un petit ordinateur portable qu'il gardait dissimulé dans un double fond de sa sacoche. Louise, assise sur une caisse en bois, l'avait observé sans mot dire. Elle voyait bien que ce n'était pas la première fois qu'il compilait des documents, qu'il créait des arbres de liens, qu'il structurait des dossiers à charge. Chaque fichier, chaque note, chaque capture d'écran était trié, indexé, vérifié. Rien n'était laissé au hasard. « J'ai tout essayé », murmura-t-il en fermant son ordinateur d'un geste las. « J'ai contacté un député réputé pour sa probité via son assistant parlementaire. J'ai transmis un extrait de ses preuves à une cellule d'investigation journalistique. Une semaine plus tard, je recevais une convocation administrative me demandant de rendre mon badge et mes accès. 3 jours après, mon compte bancaire était bloqué, officiellement pour vérification d'activités suspectes. Tout s'est effondré à une vitesse incompréhensible. » Louise hocha lentement la tête.
Ce n'était plus une supposition. Julien n'exagérait rien. Ce qu'il décrivait correspondait à un mécanisme de neutralisation lent et méthodique, conçu non pour effrayer mais pour isoler et détruire toute capacité d'action. Le système qui l'avait dérangé ne se contentait pas de nier. Il effaçait, il effritait, il réduisait l'opposant à un fantôme administratif. Julien sortit alors un petit papier plié, jauni, qu'il tendit à Louise. Elle le déplia et lut une courte note manuscrite, très lisible, visiblement rédigée par quelqu'un qui maîtrisait chaque mot. Ce que vous croyez savoir n'est rien. Ceux qui vous écoutent, eux, savent, et ils attendent que vous vous épuisiez. Aucun nom, aucune signature. Mais la menace était là, claire. Il ne s'agissait pas d'intimidation directe, mais d'un message froid, lucide, destiné à démoraliser. Louise referma le papier et le lui rendit. « Vous l'avez reçu, comment ?» demanda-t-elle. « Glissé sous la porte de ma chambre d'hôtel, 2 jours après avoir tenté de rencontrer un ancien collègue à Marseille. » Julien se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta devant une fissure dans le mur. Il posa la main sur la pierre froide. « Je ne veux pas les affronter. Je veux que la vérité sorte. C'est tout. Et pour cela, il faut quelqu'un qui n'a rien à perdre. » Louise comprit qu'il parlait d'elle, même s'il ne l'avait pas formulé directement. Son regard était clair, droit, mais aussi marqué par une certaine lassitude. Elle n'était pas journaliste, ni activiste. Elle était une veuve isolée dans une maison de campagne, oubliée de tous, sans réseau, sans influence. Et pourtant, c'est précisément cela qui faisait d'elle une candidate idéale. Personne ne la surveillait. Personne ne la soupçonnait. Personne n'imaginerait qu'elle puisse un jour porter une vérité étouffée au cœur de la République. Elle se leva à son tour, inspira lentement, puis déclara « J'ai gardé certaines affaires de mon mari, des documents, des relevés, des notes qu'il ne voulait pas jeter. Je ne les ai jamais ouverts. Il disait qu'ils n'étaient pas importants, mais il travaillait au ministère des Finances. Et à présent, je me demande s'il n'avait pas découvert quelque chose lui aussi. » Julien la regarda sans mot dire, mais elle vit dans ses yeux une étincelle d'espoir mêlée à une forme de résignation. Il savait que ce qu'ils allaient en faire dépassait les simples recherches. Ils s'apprêtaient à ouvrir une porte qui, une fois franchie, ne permettrait aucun retour. Ils décidèrent de retourner discrètement à la maison. Louise connaissait un sentier secondaire, rarement emprunté, qui contournait les propriétés voisines. Ils partirent au crépuscule, évitant les routes principales, ne s'arrêtant que pour observer les alentours, à l'affût du moindre bruit suspect. Arrivée près de la maison, Louise prit l'initiative. Elle pénétra seule à l'intérieur, vérifia chaque pièce, puis fit signe à Julien de la rejoindre. Tout semblait intact. Elle monta au grenier, ouvrit un vieux coffre en bois et en sortit une boîte de métal rouillée. À l'intérieur, des dossiers classés, des factures anciennes, mais aussi des photocopies, des relevés bancaires d'entreprises inconnues, des annotations manuscrites. Elle feuilleta rapidement les documents. Certains noms revenaient dans les notes de Julien. Certaines sociétés étaient les mêmes que celles qu'il avait identifiées comme suspectes. Il savait quelque chose, souffla-t-elle. Et peut-être que sa mort n'était pas aussi accidentelle qu'on l'a dit. Julien prit les documents, les étala sur le sol, commença à les classer, à les comparer. Pendant plusieurs heures, ils travaillèrent ensemble, en silence, comme un seul organisme animé par la nécessité de comprendre. Chaque correspondance entre les données de Julien et les papiers de son mari confirmait l'existence d'un réseau bien établi. Ce n'était plus une intuition, c'était une certitude. Vers minuit, Julien s'arrêta net. Il avait trouvé un courrier interne, signé par un directeur de cabinet, daté de plusieurs années auparavant, mentionnant une collaboration confidentielle avec des opérateurs privés sur des marchés délocalisés. C'était un document que Louise n'avait jamais lu. Il portait la signature du supérieur direct de son mari, et l'un des noms figurait aussi dans les fichiers de Julien. À cet instant, un lien concret entre les découvertes des 2 hommes venait d'émerger. Ce n'était plus une coïncidence. Louise se redressa, le souffle court. Elle regarda Julien. Il n'avait plus le choix, il fallait transmettre ces informations. Mais cette fois, pas par les canaux habituels. Il fallait trouver une journaliste indépendante, une personne intègre, capable de mener une enquête sans céder à la pression. Julien pensa à une jeune reporter spécialisée en corruption institutionnelle qu'il avait contactée des mois plus tôt sans jamais obtenir de réponse. Louise proposa de tenter de la joindre à nouveau. Avec les nouvelles preuves, il y avait peut-être une chance qu'elle écoute enfin. Ils passèrent le reste de la nuit à scanner les documents,
les indexer, les regrouper dans un dossier numérique cohérent. Au matin, ils étaient prêts, fatigués mais déterminés. Ils avaient une cible, un nom, un moyen. Le plus difficile restait à venir, car transmettre la vérité ne suffisait pas. Il fallait la faire éclater au grand jour, dans un pays où les mécanismes de protection des puissants étaient bien huilés. Mais ils avaient franchi une étape cruciale. Ils n'étaient plus dans la fuite. Désormais, ils avançaient vers la lumière. Le matin suivant leur retour à la maison fut le premier depuis des semaines à paraître presque normal. Aucun bruit suspect à l'extérieur, aucun véhicule inconnu en vue. Pourtant, l'ambiance dans la demeure était chargée, comme si les murs eux-mêmes contenaient le poids des révélations de la veille. Louise s'était levée tôt, la gorge sèche, le cœur encore alourdi par la conviction nouvelle que son mari, mort 3 ans plus tôt d'un prétendu accident vasculaire, avait peut-être été emporté non par le hasard biologique, mais par le même mécanisme obscur qui menaçait désormais Julien. Elle n'avait jamais fouillé dans les papiers de son mari après son décès. Elle avait rangé ses affaires dans le grenier par respect, par douleur, mais aussi par fatigue de tout ce que sa disparition avait provoqué. Pourtant, aujourd'hui, ces papiers prenaient une autre couleur. Ils n'étaient plus des souvenirs, mais des indices, des éléments concrets d'une chaîne de décision, de manipulation et peut-être même de meurtre déguisé. Assise dans la petite salle à manger, elle relisait pour la 4e fois un tableau manuscrit que son mari avait griffonné dans un carnet. Une liste de sociétés, des montants en euros alignés de manière rigide et une série de codes fiscaux. La plupart des noms de sociétés ne lui disaient rien, mais 2 d'entre eux revenaient également dans les dossiers numériques de Julien. Il ne s'agissait pas de simples entreprises fictives. Elles apparaissaient dans des circuits de financement public, toujours dans des projets de développement à l'étranger, principalement en Afrique de l'Ouest et en Europe de l'Est. Julien, concentré devant son ordinateur, comparait ligne après ligne les documents de Louise avec ses propres données. Il marquait les correspondances, les reliait avec un logiciel cartographique, établissant des liens que personne ne devait voir, mais que lui dévoilait avec une évidence troublante. Louise reconnaissait chez lui la rigueur de son mari, cette obsession du détail, cette manière froide et méthodique de chercher la vérité. Et plus elle l'observait, plus elle sentait que ces 2 hommes, l'un disparu, l'autre pourchassé, avaient été plus proches qu'elle ne l'avait jamais su. « Ton mari a commencé à voir ce que j'ai découvert bien avant moi », déclara Julien en regardant l'écran. « Ce tableau, ici, cette société, elle a été liquidée 1 mois après sa mort. Et avant cela, elle recevait des virements de plusieurs sous-branches du ministère, sous des intitulés de soutien logistique international. Rien de tout cela ne correspond à la réalité de ses activités. » Louise baissa les yeux. Elle se souvenait d'une discussion en particulier, un soir d'hiver. Son mari était rentré plus tard que d'habitude, silencieux. Il avait à peine touché à son assiette. Elle lui avait demandé s'il allait bien. Il avait simplement répondu « Certains chiffres ne mentent jamais ». À l'époque, elle n'y avait vu qu'une fatigue passagère, la lassitude d'un homme dans une bureaucratie pesante. Mais aujourd'hui, cette phrase résonnait autrement. Il avait vu quelque chose. Il avait compris. Et il avait décidé de se taire, ou du moins de ne rien lui dire, pour la protéger peut-être. Julien retrouva un email imprimé, daté de 3 mois avant la mort du mari de Louise. Il s'agissait d'un échange interne entre 2 hauts fonctionnaires, mentionnant une source comptable préoccupante, sans donner de nom. Julien, en croisant les horaires et les signatures, en déduisit qu'il s'agissait du défunt mari. Le mot « préoccupante » dans ce contexte était un euphémisme. Il désignait une personne qui posait trop de questions. « Il a dû essayer de remonter les flux », dit Julien, « et il a été stoppé avant d'avoir pu rendre tout ça public. C'est la seule explication qui colle. » Louise ressentit une douleur sourde dans la poitrine. Son deuil, déjà lourd, se transformait maintenant en colère froide. On avait tué son mari, ou du moins contribué à sa mort par pression, par isolement, par peur. Et elle avait continué à vivre dans cette maison, entre les souvenirs et les silences, sans jamais soupçonner l'ampleur de ce qu'il avait traversé. Elle monta de nouveau au grenier, ouvrit une boîte en carton scellée. Elle contenait des clés USB, un dictaphone et plusieurs enveloppes cachetées. L'une d'elles portait son nom. À l'intérieur, une simple lettre, quelques lignes tracées à la main. « Louise, si un jour tu trouves cela, c'est que je n'ai pas eu le courage ou le temps de t'expliquer.
Je ne voulais pas t'inquiéter. Tout ce que je faisais, c'était par sens du devoir. Tu m'as toujours dit que la vérité ne faisait pas de bruit. Tu avais raison, mais parfois il faut l'aider à se faire entendre. Pardonne-moi pour les silences. Je t'aimais plus que tout. » Elle relut la lettre plusieurs fois, les yeux embués, sans pleurer, comme si l'émotion ne trouvait plus d'espace pour sortir. Elle la tendit à Julien sans un mot. Il la lut, puis hocha la tête, respectueux. Il savait désormais ce qu'il devait faire. Le passé de Louise ne faisait plus qu'un avec le présent de Julien, et cette convergence donnait à leur démarche une force nouvelle. Ce n'était plus seulement une dénonciation, c'était une continuité. Un travail inachevé que le hasard, ou peut-être simplement le désespoir d'un homme traqué, avait ramené jusqu'à la porte de la seule personne capable de le poursuivre. Ils organisèrent les enregistrements du dictaphone qui contenait plusieurs discussions entre le mari de Louise et un collègue, probablement enregistrées à son insu. On y entendait des allusions directes à des détournements de fonds, à des pressions exercées sur les comptables de certains bureaux, à des voyages officiels financés par des circuits illégaux. Ces preuves sonores, combinées aux documents numériques de Julien et aux relevés manuscrits de l'époux défunt, formaient un ensemble cohérent, solide, impossible à balayer d'un revers de main. Le dossier prit forme. Louise s'étonnait elle-même de sa précision, de sa froideur nouvelle face aux événements. Elle n'était plus cette femme discrète, absorbée par sa routine. Elle devenait actrice d'un démantèlement silencieux. Julien la regardait différemment, avec un respect mêlé d'une gratitude qu'il n'exprimait pas. Le lien entre eux s'était transformé. Plus que des alliés, ils étaient devenus les porteurs d'un legs commun. La nuit tombée, ils éteignirent toutes les lumières. Le plan était simple, contacter la journaliste indépendante dès le lendemain matin, en utilisant un ancien contact que Julien avait retrouvé. Mais Louise savait que d'ici là, tout pouvait encore basculer, car plus ils s'approchèrent de la lumière, plus l'ombre réagissait. Le lendemain, le ciel était bas, les nuages pesant comme une cloche sur le village. Louise s'était levée la première, comme toujours, et avait pris soin de ne rien modifier dans sa routine apparente. La maison sentait encore la cire et le bois humide, et tout semblait figé dans une fausse normalité. Pourtant, au fond de son ventre, une tension sourde montait. Elle sentait que le temps leur échappait, que le silence des derniers jours n'était pas un apaisement, mais une attente. Julien n'avait presque pas dormi. Il avait passé la nuit à relire chaque fichier, chaque document. Les preuves étaient désormais prêtes, compactées sur plusieurs supports, 2 clés USB, une version cryptée envoyée à une boîte mail anonyme et une copie papier dissimulée dans un double fond d'un vieux tiroir de la cuisine. Ils avaient pris toutes les précautions possibles. Mais la peur n'obéissait pas à la logique. Vers 11 heures du matin, alors qu'ils prenaient un café en silence, une voiture inconnue passa lentement devant la maison. Une berline foncée, vitre teintée, sans plaque avant. Louise la vit la première. Julien, sans même regarder, murmura « Ils sont là ». Il se leva calmement, prit sa sacoche et se dirigea vers la buanderie. C'était là que se trouvait l'accès au vieux vide sanitaire de la maison, une trappe camouflée par un tapis et un meuble à linge. Louise le suivit. En quelques secondes, ils déplacèrent les objets, soulevèrent le panneau de bois et révélèrent un étroit passage descendant sous le plancher. C'était humide, sombre mais suffisamment spacieux pour qu'un homme puisse s'y cacher, accroupi dans le silence. Julien entra, referma doucement la trappe au-dessus de lui. Louise replaça les objets, le tapis, puis se redressa, essuya ses mains moites sur son tablier et inspira profondément. Elle retourna dans la cuisine, ajusta ses lunettes et reprit son activité là où elle l'avait laissée. Elle épluchait des pommes pour une tarte. Moins d'1 minute plus tard, on frappa à la porte. 3 coups nets, autoritaires. Elle se dirigea sans précipitation vers l'entrée, ouvrit doucement. 2 hommes se tenaient là, l'un en costume sombre, l'autre en veste de terrain. Aucun insigne visible, aucune présentation. « Bonjour madame, nous cherchons un homme, la quarantaine, brun, grand, vêtu sobrement. Il aurait été vu dans cette région. Nous procédons à une vérification de routine. Auriez-vous aperçu quelqu'un correspondant à cette description ces derniers jours ?» La voix était polie mais tranchante, le ton d'un homme qui n'attendait pas vraiment de réponse sincère. Louise afficha un visage tranquille. « Je vis seule, comme vous pouvez le voir, et je ne reçois presque jamais personne. Je cultive un potager, je lis. Je ne sors pas beaucoup. Je suis désolé, je ne crois pas pouvoir vous aider. »
Les hommes se regardèrent brièvement. Le plus jeune scruta l'intérieur de la maison, cherchant sans doute un détail suspect. Le plus âgé reprit « Pourriez-vous nous permettre de jeter un œil à l'intérieur ? Simple vérification. Cela ne prendra que quelques minutes. » Louise resta un instant immobile. Puis, avec une lenteur calculée, elle s'écarta. « Entrez !» Les deux hommes pénétrèrent dans le couloir. Leurs regards parcouraient chaque recoin, mais sans précipitation. Ils avaient visiblement l'habitude. L'un d'eux se dirigea vers la cuisine, ouvrit une armoire, feuilleta machinalement un livre posé sur la table. L'autre demanda « Puis-je voir les pièces du fond ?» Louise acquiesça, guidant l'homme jusqu'au salon puis à l'escalier menant à l'étage. Ils ouvrirent toutes les portes. Pas un mot de plus, pas une accusation, pas une fouille brutale. Tout dans leurs gestes était calculé, propre, clinique. Pendant ce temps, le silence sous la trappe pesait comme une chape de plomb. Julien retenait son souffle, comptant chaque pas, chaque craquement. Louise, en bas, avait repris ses gestes lents, posés. Lorsqu'ils revinrent dans le couloir, elle ajouta, comme par désinvolture, « Je peux vous offrir un café, si vous voulez. » Le plus âgé sourit légèrement, un sourire sans chaleur. « Ce ne sera pas nécessaire. Merci pour votre coopération, madame. » Ils sortirent, reprirent place dans leur voiture et disparurent comme ils étaient venus. Une minute passa, puis une autre. Louise retourna dans la buanderie, écarta le tapis, ouvrit la trappe. Julien en sortit, le visage pâle, couvert de poussière. Il ne dit rien, elle non plus. Le danger n'était pas passé, mais ils avaient tenu, pour l'instant. Julien s'assit sur une chaise, les coudes sur les genoux, les mains dans les cheveux. Louise restait debout, droite, les bras croisés. Ils savent, mais ils n'ont rien. Julien hocha la tête, murmurant « Ce n'était pas une visite, c'était un message. Ils veulent nous faire comprendre qu'ils peuvent entrer, qu'ils peuvent regarder, qu'ils peuvent venir autant de fois qu'ils le souhaitent. Ils veulent nous faire peur. » Louise croisa son regard. Il n'y avait plus d'hésitation en elle, plus de doute, plus de repli. Alors il faut partir ce soir. Ils passèrent l'après-midi à préparer le départ. Pas de valise, pas d'affaires encombrantes. Juste les documents, les preuves, quelques vêtements, de l'argent liquide. Un vieux téléphone prépayé que Julien avait gardé en réserve. Louise contacta discrètement un vieil ami de son mari à Toulouse, un retraité respecté qui avait quitté l'administration avec amertume. Il accepta immédiatement de les accueillir pour une nuit. Le plan était simple. Rejoindre Toulouse en voiture, changer de véhicule grâce au contact, puis continuer vers Lyon où Julien avait retrouvé la trace de la journaliste. Ils partirent dès la tombée de la nuit, moteur coupé à 100 mètres de la maison, phares éteints. Louise jeta un dernier regard à sa maison. La lumière de la cuisine était encore allumée, le silence y resterait. Mais elle savait que rien n'y serait plus comme avant. Le passé de son mari avait rejoint son présent, et désormais, elle transportait sa mémoire non plus dans le chagrin mais dans la mission. Julien, assis à ses côtés, gardait les yeux rivés sur la route. La traque n'était plus une rumeur. Elle était là. Mais cette fois, ils n'allaient plus se cacher. Ils allaient affronter. Ensemble. Le trajet vers Toulouse se déroula sous une pluie fine, presque imperceptible, mais suffisante pour rendre la route glissante et ralentir la progression. Louise conduisait avec une concentration implacable, les mains serrées sur le volant, les yeux scrutant l'obscurité, comme si elle pouvait y lire les intentions cachées de leurs poursuivants. Julien, assis à ses côtés, gardait le silence. Il tenait la sacoche contre lui, l'ordinateur éteint, les clés USB dissimulées dans la doublure de sa veste. Chaque minute passée les éloignait de leur maison, mais augmentait aussi le risque de tomber dans un piège. Ils n'avaient aucun moyen de savoir s'ils étaient suivis, mais la prudence dictait de se comporter comme si c'était le cas. Arrivés aux abords de la ville, peu après 1h du matin, ils se garèrent près d'un petit square désert. Louise éteignit le moteur, mais resta immobile quelques secondes. Elle n'avait jamais fui de sa vie, jamais vécu un instant aussi chargé de conséquences. Pourtant, elle ne ressentait ni panique ni doute. Ce qu'il faisait était nécessaire. Julien sortit en premier. Ils marchèrent à pied pendant près de 20 minutes, longeant des ruelles étroites, puis s'arrêtèrent devant un immeuble ancien. L'ami de son défunt mari les attendait, une silhouette mince, les cheveux blancs tirés en arrière, l'air fatigué, mais alerte. Il les fit entrer sans mot dire. L'intérieur de l'appartement était modeste, encombré de dossiers et de vieux livres.
Ils s'installèrent dans une pièce attenante transformée en bureau. L'homme, prénommé Henri, écouta leur récit avec une attention silencieuse, posant seulement quelques questions précises, toujours techniques. Il comprenait le langage administratif, les circuits financiers, les subtilités des mutations internes. À mesure que Julien déroulait les faits, Henri hochait lentement la tête. Il reconnut plusieurs noms, notamment ceux liés aux directions régionales de contrôle budgétaire. Des noms qui avaient quitté les radars depuis quelques années, mais dont les pratiques étaient reconnues de ceux qui avaient vécu assez longtemps dans les rouages de l'État. « Je peux vous fournir une voiture demain matin, discrètement, » dit Henri. « Une connaissance dans le domaine médical. Elle part pour Lyon en train. Sa voiture ne bougera pas pendant 3 jours. Vous partirez avec ses papiers si vous acceptez ce genre de subterfuge. » Julien accepta sans hésiter. Louise approuva d'un signe de tête. Il n'y avait plus de place pour les scrupules. Ils passèrent la nuit sur des matelas de fortune. Julien dormait par intermittence. Louise, elle, ne ferma pas l'œil. Au petit matin, Henri les accompagna jusqu'à une petite zone pavillonnaire. La voiture les attendait, sobre, banale, parfaite. Ils prirent la route pour Lyon, évitant les axes principaux, changeant plusieurs fois de direction. La tension ne diminuait pas. Ce n'est qu'en atteignant les premiers contreforts de la ville que Julien sortit son téléphone prépayé et composa le numéro qu'il avait conservé en mémoire. Il tomba sur une messagerie. Il laissa un message bref, codé, demandant un point de rendez-vous. Une demi-heure plus tard, un SMS arriva. L'adresse d'un petit café du quartier de la Guillotière, discret, à l'écart. Ils s'y rendirent aussitôt. La journaliste les attendait. Jeune, concentrée, elle portait un blouson sombre, des écouteurs pendus autour du cou. Elle ne demanda aucune preuve immédiate, mais les écouta sans les interrompre. Julien lui remit une copie du dossier. Elle promit de le lire en totalité avant la fin de la journée. Ils convinrent de se retrouver le soir même, dans un lieu sécurisé. Mais c'est là que tout bascula. Sur le chemin du retour vers leur hébergement temporaire, une chambre louée par Henri via une application sous un faux nom, ils furent interceptés par 2 policiers en civil. Ils prétendirent faire une vérification de routine. Julien tenta de garder son calme, mais l'un des hommes reconnut immédiatement son visage. En un instant, tout dégénéra. Julien tenta de fuir, Louise cria. Une lutte éclata. Julien fut projeté contre un mur, un coup de matraque dans l'épaule. Louise tenta de s'interposer. Elle reçut un coup sur l'avant-bras. Des passants commencèrent à crier. Les policiers, sans montrer leurs insignes, se replièrent rapidement, réalisant que la scène devenait publique. Ils disparurent dans une voiture banalisée. Julien était blessé, mais conscient. Louise, choquée, le soutenait tant bien que mal. Ils réussirent à se réfugier dans un hall d'immeuble, puis appelèrent Henri, qui arriva 1 heure plus tard, escorté discrètement par un ancien collègue. Ils furent emmenés dans une autre planque, plus éloignée du centre. Ce n'est qu'une fois en sécurité que la vérité éclata. C'est un homme du village, un voisin de Louise qui les avait trahis. Appâté par une somme importante, il avait transmis des informations sur leur déplacement, croyant aider une enquête officielle. Le lien avait été fait par les autorités parallèles que Julien fuyait. Leur localisation à Lyon n'était pas un hasard. Quelqu'un les avait vendus. Louise, blessée au bras, refusa les soins à l'hôpital. Elle savait que cela signifierait alerter les systèmes. Julien, lui, refusait de se laisser abattre. Malgré la douleur, il prépara un dernier dossier, une synthèse de toutes leurs preuves, avec annotation vocale, adresse cryptée et une vidéo enregistrée dans laquelle il témoignait à visage découvert. Il savait que s'il disparaissait, ce témoignage devrait sortir. Louise, sans flancher, ajouta son nom à la fin du fichier. Ce n'était plus son combat à lui seul, c'était aussi le sien désormais, irrémédiablement. Le jour de la publication de l'article tant attendu arriva tôt, dans une atmosphère lourde de tension et d'attente. Après des semaines de préparation, de planques, de nuits blanches et de dangers, tout allait basculer. Louise Fournier et Julien Martel se trouvèrent dans un appartement discret en périphérie de Lyon, aux côtés de la journaliste d'investigation Anne Leclerc. Le dossier avait été remis en main sûre, copie numérique cryptée, enregistrements audio, pièces imprimées, photographies, courriels. Le tout constituait ce que Julien considérait comme la bombe silencieuse qui allait, une fois dévoilée, déclencher une onde de choc dans l'appareil d'État. Anne Leclerc était plus que professionnelle. Elle était convaincue que ce travail était sa raison d'être. Elle avait pris connaissance du dossier la veille au soir.
assis devant son ordinateur portable dans l'arrière-salle d'un café neutre. Elle avait lu, relu, vérifié les sources. Chaque nom, chaque montant illégal, chaque schéma de détournement avait été validé. « Je ne publierai pas tant d'éléments n'auront pas été confrontés », avait dit Anne, et elle avait tenu parole. Ce matin même, elle avait soumis l'article au rédacteur en chef de son journal, un quotidien national à grand tirage. Le titre proposé avait été discuté pendant des heures. Corruption d'État, les coulisses d'un silence organisé. Il résumait l'ampleur de l'affaire. Un réseau de détournement de fonds publics, des modalités de blanchiment international, des complicités dans des ministères, des témoins réduits au silence des vies broyées. Lorsque l'article fut mis en ligne, à midi pile, Louise et Julien observèrent l'écran dans le silence. Un froid glacial passa dans la pièce, comme le calme avant la tempête. Sur les réseaux sociaux, sur les portails d'information, des lignes de commentaires s'affichaient. En quelques heures, l'affaire fit la une. Les noms cités, les sociétés éclaboussées, les montants de plusieurs dizaines de millions d'euros révélés. Le système qu'ils avaient combattu pendant si longtemps se retrouvait au grand jour, exposé. Les adversaires ne s'attendaient pas à une telle coordination. Un homme traqué, une veuve discrète, une journaliste déterminée. Le cercle se brisa. Dans les heures qui suivirent, des commissions d'enquête furent ouvertes. Des interrogations parlementaires furent annoncées. Des patrons d'entreprises écrans disparurent des radars. Certains hauts fonctionnaires furent suspendus. Le pays entier retenait son souffle. Louise sentait son corps vibrer d'une énergie étrange, un mélange de soulagement, de peur, de fierté. Elle avait été simple spectatrice d'une vie tranquille avant tout cela. Maintenant, elle se trouvait propulsée dans une réalité qu'elle n'avait ni prévue ni recherchée. Mais elle avait tenu bon. Julien, quant à lui, observait les retombées avec un calme désabusé. Il avait espéré cet instant depuis des mois, mais à présent qu'il était là, il réalisait que le plus dur commençait. Suivre le mouvement, assurer la protection, éviter l'effondrement. Il savait que publier les preuves n'était qu'une étape. Le système avait été dévoilé, mais il n'était pas encore démonté. Il fallait veiller à ce qu'aucune pièce du dossier ne soit discréditée, à ce que les témoins ne soient pas réduits au silence. Il se tourna vers Louise et dit « Maintenant, nous devons surveiller ce que cette nappe de carreaux dévoile. Il y a encore des mouvements invisibles. » Louise acquiesça avec une détermination nouvelle. Elle se rappelait les nuits où elle écoutait le vent, les ombres qui glissaient autour de sa maison de Provence, la peur sourde qui s'infiltrait dans les planches de son grenier. Cette peur était devenue énergie. Elle se souvenait de son mari, de ses silences, de ses documents rangés. Elle se souvenait de l'homme qu'elle avait accueilli sans rien savoir. Et maintenant, elle se trouvait au cœur d'une vérité diffusée. Mais elle savait que tout ne s'arrêterait pas ici. La bataille se poursuivrait dans les couloirs invisibles du pouvoir, dans les archives archivées, dans les bureaux feutrés. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Des journalistes, des avocats, des enquêteurs firent irruption dans la vie de Julien et Louise. Ils furent interrogés, photographiés, parfois applaudis, parfois menacés. La protection rapprochée fut activée pour Julien. Louise, elle, retourna pour un bref passage à la maison de Provence. Elle y laissa une carte avec son adresse temporaire à Lyon pour ne pas recevoir d'invitation indésirable. Elle planta de nouvelles herbes dans son jardin, mais elle sut instinctivement que ce n'était pas un retour à la vie d'avant. Cette maison avait été le témoin d'un événement qui la dépassait. Elle l'aimait toujours, mais elle avait changé. La vérité avait été publiée. Mais le coup était là, vie privée brisée, vie précipitée. Elle s'en accommoda. Elle savait que son mari aurait été fier. Elle savait que Julien avait risqué tout ce qu'il avait pour ne pas se taire. Et elle savait désormais que la pauvre veuve qui, par un cri nocturne, avait ouvert sa porte à un inconnu, avait fait plus que lui offrir un toit. Elle avait offert une vérité au monde. La publication n'était pas une fin. Elle était le commencement d'une responsabilité. Dans un café discret à Lyon, Anne Leclerc les rejoignit une semaine plus tard. Elle leur tendit 2 journaux ouverts sur la table. « Le retentissement est plus grand que prévu », annonça-t-elle. « Le gouvernement ouvre une enquête, un ministre a déjà été entendu. Des promesses de transparence ont été faites. Mais nous ne devons pas relâcher la pression. » Julien et Louise échangèrent un regard. Ils étaient prêts. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait changé de nature. Elle était désormais pensée, orientée. Elle n'était plus pusillanime.
Dans les jours qui suivirent, Louise reçut des lettres de remerciements anonymes, des appels téléphoniques brefs, parfois des silences pesants. Elle se demanda parfois si elle avait fait le bon choix, mais quand elle regardait la chaise vide de son mari, elle sut que oui. Et Julien, assis dans le canapé de cette pièce à Lyon, posa enfin la tête contre le dossier. Il pensa à tous ceux qu'il avait perdus, à tous ceux qui s'étaient tus. Il pensa que la vérité peut se cacher longtemps, mais qu'elle finit toujours par exiger un passage. Le cri dans la nuit, le refuge offert, la fuite, tout cela n'avait eu qu'un but, la vérité. Le jour suivit la nuit. Et maintenant, la veilleuse brûlait. La bataille continuait. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la publication de l'article. Le tumulte médiatique s'était apaisé. Les projecteurs s'étaient lentement détournés et les noms des personnes impliquées dans le scandale avaient quitté les gros titres pour se dissoudre dans la complexité des enquêtes administratives, des commissions parlementaires, des procédures judiciaires interminables. Mais pour Louise Fournier, rien n'était vraiment redevenu comme avant. Elle avait regagné sa maison en Provence, celle-là même qu'elle avait quittée précipitamment dans la nuit, sous la menace d'un système prêt à tout pour étouffer la vérité. La demeure n'avait pas changé. Les murs de pierre tenaient toujours. Les volets verts avaient résisté à l'hiver. La haie avait poussé un peu plus haut. Pourtant, chaque pièce semblait différente. L'air lui-même avait une autre densité. Elle avait désormais la sensation que ce lieu longtemps refuge était devenu le témoin d'une bascule. Elle n'y était plus une simple veuve, vivant dans le silence de ses souvenirs. Elle y revenait comme une femme qui avait affronté des forces hostiles, qui avait tenu bon, et qui avait fait entendre une voix à laquelle personne ne s'attendait. Julien, quant à lui, vivait désormais sous protection dans une autre région. Il avait accepté, après de longues hésitations, de collaborer avec les autorités judiciaires dans le cadre d'un programme spécifique destiné aux lanceurs d'alerte. Loin de disparaître, il avait choisi de se rendre disponible pour témoigner, de manière officielle et répétée, devant les enquêteurs, les magistrats, les commissions chargées de faire la lumière sur les circuits de corruption révélés. La journaliste Anne Leclerc, restée en contact étroit avec lui, poursuivait sa série d'articles en publiant chaque mois un nouveau volet de l'enquête. L'affaire n'était pas close, mais elle avait franchi le point de non-retour. Louise avait refusé toute exposition médiatique. Elle n'avait donné aucune interview, pas même sous anonymat. Elle avait compris que son rôle avait été essentiel, mais elle ne cherchait ni reconnaissance publique, ni visibilité. Sa manière de continuer le combat était plus discrète. Elle documentait chaque avancée du dossier, classait méthodiquement les articles, les rapports officiels, les réponses institutionnelles. Elle tenait une sorte de journal de l'après, où elle notait les dates, les noms, les changements de fonction des personnes citées, les discours tenus par les responsables politiques, les silences révélateurs. Elle n'était pas journaliste ni analyste politique, mais elle savait qu'un jour cette mémoire aurait de la valeur. Le village avait aussi changé. La rumeur s'était répandue, comme toujours dans les petites communautés. Certains regardaient Louise avec admiration, d'autres avec une prudence teintée d'inconfort. Le voisin qui les avait trahis avait disparu peu après la révélation de son implication. Il n'avait pas été inquiété officiellement, mais sa réputation était irrémédiablement atteinte. Louise, elle, ne cherchait ni confrontation ni vengeance. Elle continuait d'aller au marché, de cultiver son potager, de saluer les passants. Elle acceptait les nouvelles distances, les nouvelles proximités, avec la même dignité silencieuse que celle qu'elle avait toujours pratiquée. Un jour, elle reçut une lettre manuscrite, sans signature, sans adresse de retour. L'écriture était tremblante, mais lisible. Le message était simple. « Merci d'avoir ouvert la porte. Vous avez changé bien plus qu'une vie. » Louise replia la feuille, la rangea dans un tiroir avec d'autres messages semblables. Elle ne savait pas qui écrivait. Peut-être un fonctionnaire anonyme, peut-être un collègue de Julien, peut-être un citoyen touché par l'histoire. Peu importait. Elle avait compris que ce qu'elle avait fait dépassait l'individu. Elle avait, par un geste d'accueil, mis en marche une mécanique de vérité qui n'aurait jamais trouvé sa voie autrement. Le jardin reprenait ses couleurs. Les herbes avaient repoussé. Les outils, longtemps délaissés, retrouvaient leur place entre ses mains. Travailler la terre lui permettait de penser différemment. C'était une manière d'ancrer les événements, de les ramener au concret, au quotidien. Elle ne cherchait pas à oublier. Elle ne cherchait pas à recommencer comme si de rien n'était. Elle avançait simplement, avec lucidité.
Chaque semence plantée était aussi un rappel que les choses mettent du temps à mûrir, mais qu'elles finissent, toujours, par sortir de terre. Julien l'appelait de temps en temps, avec parcimonie. Leur conversation était brève, mais profonde. Ils ne se disaient pas tout, mais ils savaient l'essentiel. Ils partageaient désormais un passé commun, forgé non dans la durée, mais dans l'intensité. Aucun mot n'était nécessaire pour rappeler ce qu'ils avaient traversé. Le lien restait. Discret, fort, silencieux. Un après-midi, en arrosant les plants de tomates, Louise sentit une odeur qui la ramena des années en arrière, celle du feu de bois, des dîners tardifs avec son mari, des soirées calmes. Elle regarda la chaise vide sous le cerisier. Elle n'avait plus la sensation de vide. Elle sentait une continuité. Elle comprenait maintenant que son mari avait, à sa manière, laissé une trace dans cette histoire, par ses papiers, par ses silences, par ses choix, et qu'elle-même, en l'écoutant sans l'avoir su, avait prolongé cette volonté. Le monde ne s'était pas écroulé. Les puissants n'étaient pas tous tombés. Mais quelque chose avait changé. L'idée même que certaines vérités pouvaient émerger, même lentement, même difficilement, s'était imposée. Et dans ce changement, elle avait eu un rôle. Elle ne se considérait pas comme une héroïne. Elle se considérait comme une femme qui avait fait ce qu'il fallait. C'était tout. Julien, dans une interview ultérieure, avait dit une phrase que Louise avait recopiée dans son carnet. « Je suis en vie parce qu'une femme m'a laissé entrer quand tout le monde m'aurait fermé la porte. » Elle ne chercha jamais à commenter ces mots. Elle les accepta, comme on accepte les marques laissées par le passage de l'histoire. La lumière de Provence continuait de tomber sur la maison. Et Louise, chaque soir, s'asseyait quelques minutes devant la fenêtre, regardait le paysage, écoutait les bruits familiers et sentait que malgré tout, la paix était possible. Pas la paix du silence, mais celle de la vérité qui, enfin, avait trouvé un endroit où s'enraciner.